Ce sont des médecins de l'impossible, ambassadeurs des populations martyres de l'Est du Congo. Ils redonnent vie et espoir là où la barbarie a pris le pouvoir, face à face avec le docteur Guy Bernard Cadière, surnommé Guybert. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes le chef de service de chirurgie digestive au CHU Saint-Pierre à Bruxelles. Et avec le docteur Mukwege, dont on va beaucoup parler, vous signez le livre Panzi aux éditions du Moment. Le sous-titre de l'ouvrage est éloquent. Au Congo, 2 médecins soignent des femmes violées et luttent à leur côté contre la barbarie. Je pense que ça résume bien le propos. Oui, c'est surtout Denis Mukwege qui, depuis 20 ans, dénonce le problème dans cette région et qui s'évertue à réparer ces femmes qui se présentent à l'hôpital Panzi. Alors, vous parlez de région, on va tout de suite voir la carte pour que les téléspectateurs qui nous regardent puissent situer le propos. L'hôpital Panzi se trouve à Bukavu, dans l'est du Congo, non loin du Rwanda et du Burundi, une région qui est minée par les conflits successifs, je cite, une terre martyre qui n'a plus connu la paix depuis 2 siècles. Oui, parce qu'en fait, c'est une région extrêmement riche, qui a du coltan, qui a des minéraux extrêmement rares. Énormément de minerais, du diamant, etc. Voilà. Et donc, loin d'être une manne pour les habitants, c'est au contraire une chose atroce parce que eux ne bénéficient pas de ces richesses. Et tout est fait pour maintenir cette région dans une région de non-droit, parce que donc c'est une bijouterie ouverte où tout le monde peut se servir. Et c'est de son travail dans cette région que le docteur Mukwege, Denis Mukwege, s'est fait connaître au monde en témoignant de la barbarie sexuelle dont les femmes sont victimes. Qui est pour vous le docteur Mukwege ? Alors, d'abord, c'est quelqu'un qui a un charisme extraordinaire et qui est d'une générosité. Enfin, c'est très, très chouette et on a envie de faire le voyage avec lui parce que c'est un meneur. Et c'était très, très agréable pour moi d'être considéré que comme un expert dans mon domaine et de ne pas devoir faire en Afrique des fantasmes d'ONG ou des choses comme ça. Voilà. Là, j'avais un homme fort. Vous êtes expert en laparoscopie. Oui. Et vous venez apporter votre science, si je puis dire, votre savoir-faire auprès de Denis Mukwege, qui est gynécologue de formation et qui, lui, répare ces mutilations sexuelles auprès de ces femmes. Voilà, moi, je suis qu'une pièce du puzzle et c'est la laparoscopie, c'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir largement le ventre pour opérer, eh bien, au contraire, on fait des petites incisions de quelques millimètres, on introduit une caméra et par cette caméra et par les instruments qu'on a introduits dans ces petites incisions, eh bien, on peut faire tout ce qu'on faisait dans l'abdomen. On contrôle ça par la télévision. Ce qu'on appelle de la chirurgie réparatrice. Et Dieu sait s'il y a des cas extrêmement effrayants dans ce que vous décrivez. Alors, Mukwege, c'est un homme dont l'humanisme est peu apprécié par les milices locales, évidemment. Le 25 octobre 2012, il faut le dire aussi, il travaille au péril de sa vie, puisqu'à ce moment-là, il a échappé à la mort. Oui, d'ailleurs, maintenant, il est dans l'hôpital qui est protégé et sa maison est placée au centre de l'hôpital et elle-même protégée par des barbelés. Oui, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais il y a peut-être eu un contrat sur lui parce qu'il est devenu de gynécologue qui réparait simplement les cloisons recto-vaginales pour séparer le vagin du rectum. Il est devenu un peu activiste des droits de l'homme et de la femme. Et donc, à ce titre-là, c'est possible qu'il gêne pas mal de monde. Mais évidemment, il ne pouvait pas simplement se contenter de réparer les enfants des mamans qui avaient été violées. Il n'a pas envie d'opérer en plus les petits-enfants, et donc il veut que ça s'arrête. Il veut que ça s'arrête et il porte l'étendard de cette paix sur place. Vous qui avez acquis, Guybert, une renommée mondiale en chirurgie digestive par la paroscopie, vous êtes sensible depuis plus de 20 ans à aider des hôpitaux d'Afrique, d'Asie. Comment est née votre complicité avec le docteur Mukwege? Comment vous l'avez rencontré? Alors, il est venu chercher le prix Roi Baudouin, et quand il est arrivé à Bruxelles, grâce à Louis Michel, qui nous a fait nous rencontrer, on a eu une discussion. Il a visité le service à l'hôpital Saint-Pierre, et là, il s'est dit, quand il a vu ce qu'on faisait dans le pelvis et dans le rectum par le nombril, si vous voulez, il s'est dit, mais au fond, moi, quand c'est difficile par voie basse, c'est-à-dire quand je n'arrive plus à réparer tellement les lésions sont profondes, quand je n'arrive plus à opérer par voie basse, vous pourriez au fond passer par le nombril sans faire de dégâts et opérer comme cela. Et donc, c'est effectivement ce qui s'est passé. Et 2 mois après, je partais avec toute l'équipe là-bas. Et maintenant, une semaine tous les 3 mois, on va là-bas. Pour opérer le plus grand nombre possible de femmes. Voilà, à 4 mains, c'est-à-dire que Denis opère entre les jambes, moi j'opère
par le ventre. Laparoscopie. Et on fait une rencontre. Et alors, on essaie de réparer l'entièreté des délabrements. Mukwege, pour ceux qui l'ignorent, est une sommité mondiale, prix Olof Palme des Nations Unies, chevalier de la Légion d'honneur en France, docteur honoris causa de l'UCL, et qui met en valeur, je cite, son anticonformisme porté par des valeurs de liberté, de respect et d'audace. Charles Neuforge, un reporter d'RTL, et Philippe Godin ont fait un long reportage à l'hôpital Panzi, à Bukavu. On va en voir quelques images qui vont nous aider à illustrer ce propos. Dans votre ouvrage, vous expliquez que partout dans le monde, les femmes qui entrent à l'hôpital sont des patientes. Eh bien, à Panzi, non, ce sont des victimes, et parfois de très très jeunes victimes. Oui, parce qu'elles arrivent parfois spontanément, parfois on va les chercher le long de la route et on est attiré par l'odeur qu'elles dégagent. Et pourquoi est-ce qu'ils viennent à Panzi? Parce que Panzi commence à avoir une réputation dans toute la région, enfin, commence à une réputation. Et ces femmes, n'oublions pas qu'elles sont abandonnées. Elles ont été violées, donc elles sont abandonnées par leur mari, elles sont abandonnées par la communauté. Et quand elles arrivent à Panzi, quelle est leur motivation à aller à Panzi? C'est elles ont l'impression qu'elles vont être protégées. Or, je vous répète que, outre les sévices qu'on leur a fait, après, elles vont être stigmatisées. Bien sûr. Alors justement, c'est important d'en parler parce que dans la culture de l'Est du Congo et congolais en général, c'est très important. Là-bas, le viol collectif est utilisé comme arme de guerre en réalité. Ah oui, c'est une arme de guerre extrêmement efficace, puisque vous pouvez arriver dans un village congolais, vous pouvez brûler les huttes, vous pouvez tuer quelques personnes, ils connaissent ça, ça fait 200 ans qu'ils vivent ça. On reconstruit. Oui, c'est ça, ils reconstruisent. Tandis qu'ici, comme vous le dites, la mutilation, c'est une façon d'assurer le rejet de la victime, une forme d'épuration ethnique en fait. Oui, c'est-à-dire que quand vous touchez... la seule richesse d'un village congolais, c'est la fertilité. Quand on est dans le village, on a envie de faire des enfants et de fonder une famille. Et on fait ça très jeune. Alors, la fonction de la femme, c'est d'enfanter, et la fonction du mari, c'est de protéger sa femme. Quand vous descendez sur le village en bande armée et que vous violez devant le mari... ligoté, vous violez à plusieurs reprises l'épouse, eh bien, à ce moment-là, vous transformez un rectum et un vagin en un cloaque, donc la femme ne sait plus enfanter, et le mari a perdu sa dignité et son estime de soi parce qu'il n'a pas pu protéger sa femme. Donc, soit on terrorise les gens du village qui fuient, soit... on les a réduits à un état d'esclavage. Le mari, il ne s'estime plus. Il est prêt, il est mûr pour aller travailler dans les mines, parce que l'étape suivante va être de commencer les extractions des minerais là où se trouvait la population et là où les gens cultivaient leurs champs. Et puis après, l'étape suivante, c'est les pistes d'atterrissage et on est parti dans l'exploitation de ces richesses. C'est une relation beaucoup plus pernicieuse encore dans ce terrorisme de guerre, dans un pays où, il faut le dire, l'avortement n'est pas du tout partie des mœurs. Mais oui, alors donc la jeune fille se fait violer et puis elle va garder l'enfant. Et l'enfant, c'est l'enfant de la honte. Donc il faut réapprendre à cette jeune maman de 16 ans, 17 ans, à aimer ce fils qui est le fils de l'ennemi et qui contribue à la stigmatiser. Donc c'est tout un travail, et c'est pour ça que c'est ça l'intelligence de Denis Mukwege, c'est que, outre être gynécologue, maintenant il gère une petite cité. Une communauté carrément. Une communauté... Enfin... On va d'ailleurs voir d'autres images de Panzi et de la vie à l'hôpital. Il a créé, lit-on dans le livre, un îlot de paix dans cet enfer. L'hôpital héberge un complexe pour permettre aux femmes de se réinsérer dans la société. Une école, enfin on le voit très bien là sur ces images. Oui, donc ça c'est l'arrière de l'hôpital. Et là, ces femmes réapprennent à vivre. On leur fait des microcrédits pour qu'elles puissent être indépendantes financièrement. On leur apprend à aimer leur enfant. Et vous voyez, sur ces images, on voit très bien qu'elles apprennent des métiers et on leur donne des possibilités de vendre ces sacs. Et donc, on les réapprend à vivre. Et ces femmes, regardez leur sourire. Elles ont été mutilées, elles ont été abandonnées, elles ont été stigmatisées, et regardez-les, elles ont le sourire, et c'est quand même invraisemblable la force de ces femmes, qui ne sont pas nécessairement éduquées comme nous le sommes, nous les intellectuels, mais ces femmes ont une force qui... J'ai l'impression que la solution va passer par elles. En tout cas, c'est la conviction de Denis. Vous êtes très élogieux à l'égard de Denis Mukwege parce que vous le côtoyez très très souvent. Lui aussi, il a cette phrase à propos de vous. Guibert, c'est vous, pense qu'il faut aimer le patient pour bien faire son travail. C'est là la clé de cette relation particulière à Panzi? Oui, c'est-à-dire que moi je suis amoureux de toutes ces femmes qu'on est amené à traiter. Et oui, je pense qu'on ne peut soigner convenablement quelqu'un que si on l'aime.
C'est une mission que vous partagez aussi avec votre fils, Oui. Benjamin, qui travaille aussi en chirurgie. Et vous dites à un moment donné dans le livre, je suis très affecté à l'idée qu'à l'heure de mon départ de Panzi, une nouvelle patiente pourrait arriver et qu'elle doit attendre 3 mois pour être prise en charge à mon retour. Mais évidemment, vous n'êtes pas le seul à opérer. Non, bien sûr. Et je voudrais rappeler que Denis Mukwege est quand même le spécialiste de la fistule, parce qu'il en a traité plus de 40 000. Nous n'aurons jamais cette expérience-là. La fistule, pour nos téléspectateurs? La fistule, c'est une communication anormale entre deux organes. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est une communication entre la vessie et le vagin ou entre le rectum et le vagin. Et alors, à ce moment-là, on ne sait pas retenir ni ses selles ni ses urines. Et donc, c'est un... Fistule engendrée par des mutilations, donc de ces fameux guerriers qui peuvent enfoncer des pieux dans les organes génitaux des femmes. Comme ça, les choses sont plus compréhensibles. À propos de Denis, vous dites, pour moi, le destin de Denis est clair. Il pourrait devenir président et faire une révolution. Il est le seul qui fasse actuellement l'unanimité au Congo et dans le monde. Oui, enfin, à ma connaissance. Oui. C'est en tout cas quelqu'un qui suscite que des louanges, quels que soient les gens qui lui adressent. Je dis, Obama, Hillary Clinton, Angelina Jolie, tous ces gens-là sont subjugués par la mission de Mukwege. Oui, et donc il y a une certaine amitié. Alors maintenant, c'est mon fantasme. Je pense que ce serait un bonhomme politique. D'abord, il protège les femmes. Après avoir géré la cloison recto-vaginale, il a géré de manière holistique ces femmes. Maintenant, comme vous l'avez dit, il dirige une petite société, dans une petite communauté. Qui pourrait servir d'exemple à l'échelle du Congo. Qui pourrait être une tache d'huile dans cette barbarie, certainement. Et alors, je pense que si jamais la population veut le mettre dans cette position d'homme politique, je crois qu'il répondra. C'est la condition sine qua non à laquelle il répondrait oui. Oui. Il nous reste peu de temps, Guibert. Le 16 octobre prochain, le prix Solidarité 2014 sera décerné à Bruxelles au docteur Mukwege, dans la salle gothique de l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Il y a la possibilité pour ceux qui nous regardent de participer à cette soirée de gala pour faire des dons, pour réserver une table de 8 à 12 personnes, avec à vos côtés ce soir-là des célébrités comme José Van Damme, Kadjanine, Victor Laszlo, Philippe Geluck, Eddy Merckx, Axel Redé, j'en passe et j'en passe. Qu'est-ce que vous diriez aux gens José Van Damme aussi. José Van Damme, je l'ai dit. Qu'est-ce que vous diriez à ces gens qui nous regardent pour leur dire, mais aidez-nous, c'est important. Et je rappelle qu'il y a un site www.prix-solidarité.be. Qu'est-ce que vous leur diriez? Eh bien, je leur dirais que ce qui se passe là-bas, c'est la vitrine de ce à quoi on va tendre si on ne réagit pas, avec nos sens émoussés, si les valeurs ne sont pas restituées, si la solidarité, si le respect des autres ne prime pas, et si on ne réagit pas par rapport à la barbarie qui est en train de s'installer. Il suffit d'aller voir là-bas la vitrine de la société dans laquelle nos enfants et nos petits-enfants vont vivre. Donc on est concerné par cela, on est absolument concerné. Finalement, c'est la conclusion de votre livre, l'amour est notre ligne de conduite, elle devrait être la ligne de conduite de chacun. C'est vrai. C'est vrai. Et le respect, la solidarité, moi je pense que ces valeurs doivent être réintroduites. Et c'est vrai que si on peut aider, eh bien c'est quelque chose de formidable. Et je crois que l'aide peut être financière, mais aussi il y a des tas de compétences qu'on peut mettre en avant. Guy-Bernard Cadière, il nous reste malheureusement plus de temps. Je vais vous tendre l'ouvrage et le stylo pour dédicacer cet ouvrage à un de nos téléspectateurs qui nous écrira sur le site faf@rtl.be. Et le temps pour moi, je vous en prie, de rappeler le site www.prix-solidarité.be pour faire un don en faveur de l'œuvre du docteur Mukwege qui, je rappelle, sera honoré le 16 octobre prochain du prix Solidarité 2014. Alors je vais mettre la solidarité, la plus belle des aventures. Guy Cadière, merci 1000 fois d'avoir été en face à face. Merci à vous. Au revoir.